Merci pour vos remerciements, Monsieur le maire, et je remercie également les services qui sont mobilisés quand même depuis plusieurs semaines sur la préparation de ce conseil municipal. Comme en commission, on va vous faire une présentation en deux temps. D'abord, une partie sur l'héritage et les constats, et puis nous reviendrons très en détail sur les orientations et les axes de travail que nous avons identifiés. Rapidement, sur cette partie de l'héritage, on a Bordeaux qui connaît une croissance démographique forte depuis un certain nombre d'années, avec deux périodes distinctes. La première entre 2012 et 2017. Ça, c'est la seconde, pardon, entre 2012 et 2017, je ne vois pas bien le diapo, où on a 1,1% de croissance moyenne sur la ville. Donc, on est légèrement en dessous de la métropole, mais on est sur une croissance qui est forte, tandis que sur les 5 années qui ont précédé, on a eu seulement une augmentation de 6 000 habitants. Donc, on a vraiment ces deux périodes distinctes. À partir de 2007, plus 6 000 habitants jusqu'à 2012, et ensuite plus 13 000 habitants. Donc ça, c'est une donnée qui est extrêmement importante. Ce qui nous amène à une situation où en 2018, Bordeaux compte 257 068 habitants et un peu plus de 791 000 pour la métropole. Et on décompte aussi 141 937 résidences principales sur notre ville. Un point qui est extrêmement important aussi, c'est la taille des ménages. On a sur la métropole des ménages qui sont composés en moyenne de 2,02 personnes, tandis qu'à Bordeaux, on est à 1,79 personnes. Donc on est la seule commune avec Talence sur la métropole à connaître ces chiffres-là. Pourquoi ? D'abord parce que nous avons une forte demande de cohabitation de la part des jeunes qui sont encore chez leurs parents, et aussi parce que nous avons quand même un nombre important de familles monoparentales qui font entre guillemets baisser cette moyenne-là. Juste en introduction, je précise que pour réaliser l'inventaire dont parlait Monsieur le maire, qui porte donc sur les politiques d'urbanisme et du logement, nous nous appuyons sur un rapport qui est celui de la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine de juillet 2020 et qui portait sur les exercices 2015 et suivants. Donc régulièrement, nous allons citer quelques phrases de ce rapport qui nous permet de prendre un petit peu de distance aussi par rapport au constat que nous pouvons poser sur l'héritage dont nous parlons. La première chose que nous voulons partager avec vous, c'est les différentes figures de l'urbanisme qui s'est adapté à une mécanique d'urbanisation extrêmement importante depuis plus de 20 ans et qui s'est accélérée ces 10 dernières années, puisque ces différentes figures qu'on présente sur la diapositive, là, en fait, se sont déroulées dans ce laps de temps très court des 10 dernières années. Et donc, on est passé dans un premier temps d'un urbanisme concédé avec la ZAC de Gincourt, c'est 2010, ensuite Bastiniel en 2014, et puis il y a eu cette forme d'urbanisme qui a été appelée négociée avec les bassins à flot en 2011. Ensuite, on est passé à une nouvelle figure en poussant l'innovation dans ces approches d'urbanisme un peu plus loin, avec ce qui a été appelé un urbanisme en liberté, en ouvrant donc l'aménagement du site de Brazza en 2013. Et puis est venu s'ajouter dans ce paysage-là l'urbanisme d'État avec Euratlantique, et qui nous apporte un nouvel élément dans la configuration de l'urbanisme bordelais. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'État planificateur et aménageur laisse peu de place aux élites locales dans la gouvernance de ce projet. Et puis, dernière figure, apparue très récemment, c'est ce qu'on pourrait appeler un urbanisme strictement privé, puisque c'est un opérateur promoteur privé qui mène l'aménagement sur un site important qui s'appelle IBM, sur les berges du lac dans Bordeaux-Nord, et qui a démarré en 2019. Voilà les différentes figures et la vitesse à laquelle tout cela s'est déroulé. Donc effectivement, une dynamique d'innovation dans les capacités à faire vivre ces différentes formes. Alors on a réalisé un petit inventaire photo pour regarder dans le fond ensemble ce que donnent ces formes d'urbanisme. Donc on va laisser défiler tranquillement ces dizaines de dias. Oui.
Donc voilà, on a déroulé donc une visite en drone depuis Ginkgo, projet d'origine, jusqu'au plus au sud, Euratlantique, en passant donc par les bassins à flot et Brazza. Ce qu'on peut retenir en une phrase de cette urbanisation, c'est qu'on le voit, se manifeste sans contexte par une forme de réelle standardisation des agencements spatiaux, formes architecturales et spatiales, matériaux mis en œuvre pour réaliser ces formes, configurations à toutes les échelles imposées pour composer les espaces urbains contemporains. Ainsi, lorsqu'on passe rapidement ces photos, on se rend compte que l'espace paraît s'homogénéiser et chaque entité spatiale ressemble à une autre du même genre. L'évolution de la ville, qui progressivement a été confiée au privé dans ces différentes figures d'urbanisme, trouve son moteur sur un produit, comme le nomment les promoteurs, qu'est le produit défiscalisé, avec, on le met dans une période qui va de 2015 à 2016, un point culminant avec 70% de la production du logement sur le territoire bordelais qui s'est fait selon cette logique du produit défiscalisé. La Chambre régionale des comptes nous dit que le rythme important de construction immobilière intervenu ces dernières années a entraîné, dans un contexte de hausse des prix, un flux considérable de ventes à investisseurs. Malgré les enjeux associés, le volume et l'impact des défiscalisations ne font l'objet d'un suivi de la part de la métropole et des services déconcentrés de l'État. Donc un urbanisme reposant sur un monoproduit tellement important qu'on oublie d'en assurer un suivi et une évaluation. Ainsi, dit la Chambre régionale des comptes, ne peuvent être prévues les éventuelles incidences négatives. Standardisation potentielle des logements, risque de mise en vente de nombreux logements au sein des mêmes résidences ou quartiers, risque à terme d'apparition de copropriétés dégradées. Cette absence de suivi ne permet pas de savoir si la construction soutenue par le dispositif Pinel répond aux besoins locaux en matière de logement. L'ordonnateur estime cependant que la proportion de logements défiscalisés a nettement reculé sur la période examinée, passant selon lui de 75% environ sur les années 2015-2016, donc un peu plus que notre chiffre, à un peu moins de 50% en 2020. Et à la fin 2019, il note que ce serait 25 000 biens produits en défiscalisé sur la métropole et 8 500 sur Bordeaux. Très précisément, ce sont 40 575 logements vendus en Gironde de 2009 à 2017 en produits défiscalisés, 26 855 sur la métropole et 8 969 sur la ville de Bordeaux. Ce produit défiscalisé, et c'est la dia suivante, a effectivement entraîné deux conséquences majeures. C'est-à-dire que le terrain de jeu étant tellement propice au développement des métiers de promoteurs qu'on a vu une multiplication de ces derniers et, autre conséquence, une massification dans les pratiques immobilières qu'on va illustrer avec la figure du macro-lot. Et puis, en corollaire, un impact direct sur les bailleurs sociaux avec la mise en place du système de la VFA, car sur le territoire de la métropole et sur la ville de Bordeaux, les bailleurs sociaux ont peu à peu été écartés de leur métier de maître d'ouvrage et ils ne doivent aujourd'hui quasiment plus assurer leur développement que par la VFA, uniquement du fait que le foncier, on en parlera un petit peu plus loin dans notre constat, est devenu pour eux inabordable. L'Agence d'urbanisme, dans une étude publiée en juin 2020, a cherché à dresser un état des lieux de logements HLM acquis en VFA. Et il est écrit dans ce document que la VFA HLM vient bousculer ce parcours historique puisqu'elle donne lieu à un nouvel acteur dans la production du logement social en France, les promoteurs immobiliers. Alors que les enjeux en matière de construction de logements abordables et de qualité sont de plus en plus pressants et que les objectifs quantitatifs de production s'imposent de plus en plus au territoire, quelles conséquences l'arrivée de nouveaux acteurs liés au marché privé va-t-elle avoir sur le monde du logement social ? 29 100 logements ont été vendus en VFA en Gironde entre 2010 et 2017 aux bailleurs sociaux. Et si en 2004, la part des acquisitions en VFA par les bailleurs représentait 1,9% de leur parc,
elle représente en 2019, sur le territoire métropolitain, on n'a pas encore le chiffre tout à fait précis sur Bordeaux, 46%. Et dans ce contexte, on vient rajouter une mise en concurrence des bailleurs entre eux, puisque comme ils ne peuvent faire leur développement qu'au travers de la VFA, ils vont entrer en concurrence pour toper avec les promoteurs l'offre en VFA. Et la Chambre régionale des comptes nous dit aussi que Bordeaux Métropole a souhaité encadrer la concurrence relative aux VFA, et ça a été fait à la demande des bailleurs sociaux à l'époque. Et il a indiqué que sans encadrement, cette pratique qui concerne actuellement près de la moitié de la production sociale a démontré quelques effets pervers, comme la hausse des prix au mieux disant. Malgré cet encadrement par la puissance publique locale, les transactions entre promoteurs et bailleurs se réalisent en décembre 2020 à 2 700 € hors taxe sur un projet bordelais très particulier qu'on a pu observer, par exemple. Et sur Brazza, la concurrence entre bailleurs pour la cession en VFA de 130 logements étudiants fait monter l'offre à 3 100 € du mètre carré, alors que le montant habituel est de 2 400 à 2 600 maximum. L'autre point, effectivement, que nous notons dans ce constat que nous faisons, c'est que nous sommes passés de 50 promoteurs récurrents, qu'on connaissait il y a une quinzaine d'années à peine, jusqu'à aujourd'hui plus d'une centaine. Car en l'espace de 10 ans, la métropole bordelaise et la ville-centre sont devenus un territoire tellement dynamique qu'ils génèrent un marché immobilier très concurrentiel sur lequel les opérateurs poursuivent la même stratégie en volume et dans laquelle seul le prix et avant tout celui du foncier est le facteur déterminant. C'est la logique des marchés matures où il faut produire plus pour répondre à un marché solvable de masse. Et c'est l'approche traditionnelle, l'environnement du marché est connu, les entreprises s'y font la guerre pour gagner des parts de marché, les unes par rapport aux autres, face à une demande existante. L'aspect concurrentiel, il devient donc omniprésent et se joue en premier lieu sur les acquisitions foncières, dont on verra l'augmentation des prix un peu plus loin. L'autre pratique qui découle de ce marché hyper concurrentiel, c'est cette notion de macrolot. On a vu dans les photos de notre petite promenade introductive que ce modèle-là du macrolot s'est diffusé partout en France et s'est diffusé sur tous les sites d'aménagement bordelais. Je rappelle juste rapidement qu'un macrolot, c'est un aménageur qui cède à un ou plusieurs opérateurs un tenement foncier sur lesquels on va réaliser plusieurs programmes conçus par plusieurs architectes et réalisés par plusieurs maîtres d'ouvrage différents, dans lesquels tous les bâtiments sont liés les uns aux autres et le sol constituant souvent un seul parking. Le macrolot, qui constitue alors un méga bâtiment ou une méga structure, le plus exemplaire en ce moment qui est en chantier, c'est par exemple le Belvédère sur Euratlantique ou celui qui vient d'être achevé assez récemment, celui de Cœur de Ginkgo.